Voilà, donc nous Hi. allons commencer. Bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Claire Doulet et donc je vais donc gérer la session. Et donc la session sera donc présentée par Christine Blink. 2022. Alors, merci beaucoup de participer à la présentation de ANH 2020. Alors, je vais vous rappeler que tout le matériel concernant la conférence est en ligne. Merci beaucoup. Et donc, je passe la parole à Christine. Merci Claire et soyez les bienvenus à cette session fantastique que ANH a mis ensemble. Donc, on a entendu souvent parler donc, des systèmes alimentaires et de l'environnement alimentaire. Donc, nous avons donc décidé, après la présentation, d'avoir des points de réponse et de questions. Alors, et si nous sommes donc à l'heure, je me permettrai donc de répondre à vos questions. Donc, nous devrions avoir 10 à 15 minutes et ensuite donc une discussion pour pouvoir adresser donc les points que vous avez soulevés. Donc là, je vais vous donner donc la parole à Lucia Segovia de la Revilla. Elle est donc du centre de Londres de l'école d'hygiène et de maladies tropicales. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Lucia et aujourd'hui, je vais vous présenter la composition, enfin, les données sur la composition des aliments et afin de déterminer donc la composition des aliments. Et bien sûr, nous allons donc parler de la consommation des aliments et donc de leur. Alors, par exemple, ici, nous voyons donc une concentration de minéraux qui sont dans les nutrients. Et bien sûr, par exemple, nous allons observer donc au niveau en Afrique du Sud où, par exemple, il y a les systèmes qui sont vraiment en crise. Alors ici, nous allons donc identifier une, la composition donc des aliments et donc avoir une base de données pour pouvoir utiliser ceci, donc afin d'étudier donc le calcium, le sélénium et d'en voir donc les valeurs minérales. Alors ici, nous avons donc fait une revue et nous avons donc cherché donc des bases de données. Alors une base de données électronique et ensuite nous avons fait également This person speaks too fast. Alors, et ensuite nous avons donc extrait donc les données pour avoir une sélection d'échantillons. Alors, de notre recherche, nous avons donc réussi à obtenir une composition. Donc, nous avons une table de 16 composants dans les pays africains. Donc, il y a donc une table et ensuite, nous avons donc développé des problèmes au niveau national, régional et ensuite global. Et donc, on voit d'après cette carte, par exemple, les régions. Alors, ici, par exemple, au niveau du sélénium et de l'iodine, alors nous voyons que ces ingrédients ne sont utiles que dans 5 composants et dans les autres, ils ne sont pas disponibles. On peut voir également que les données qui sont accessibles sont en fait très précises. Donc, nous voyons qu'il y a en fait des différences au niveau des aliments et donc nous devons donc analyser le type de données qu'ils ont utilisé pour faire ces tables. Alors ici, d'après ces graphes, nous voyons que nous avons extrait ces données d'autres composants alimentaires. Alors, il y a des tables en fait qui sont externes à l'Afrique. Alors, il faut également analyser donc d'autres sources. Et lorsque qu'on voit également la composition, la valeur minérale et d'où elles viennent, on voit qu'ils viennent donc du centre et de l'est de l'Ouganda. Et aussi, on voit également que ça vient donc de l'Afrique régionale.
Et également, donc, nous avons une table où la composition vient également donc des US. Alors, il y a donc un peu, oh, j'arrive pas à suivre là, ça va trop vite. Alors, nous voyons également donc la composition. Alors, comme nous sommes donc intéressés dans la composition, dans ce graphe, nous voyons donc la composition des éléments que nous avons utilisés. Et ici, African food composition table and a et Kenya là, food. on voit donc la composition donc, des aliments en Afrique. Et donc, il y a des valeurs qui sont intéressantes et nous essayons donc de les analyser à leurs valeurs originelles. Par exemple, avec Western Kenya, alors de toutes ces valeurs qui ont été rapportées, la composition des aliments qui viennent d'Afrique, par exemple, la nourriture, en fait, la composition des produits de Mozambique, en fait, viennent de la Mozambique. Et quelquefois, donc, on pouvait donc démontrer que certains produits ne viennent pas du pays où ils sont destinés. Alors voilà, donc en résumé, nous avons conclu qu'il y a des trous dans les données qui affectent donc l'Afrique du Sud et du Centre et bien sûr l'affectent le sélénium et l'iodide dans tous les pays. Et au niveau géographique, les valeurs minérales d'origine ne sont identifiables qu'à 11% sur la valeur nutritive. Et donc, nous avons également conclu que la documentation et les métadonnées étaient insuffisantes pour l'identification de la localisation géographique et que l'évaluation qualitative des minéraux a été difficile. Alors, avec ceci, donc, je voudrais remercier les personnes qui nous ont donné donc, des informations, comme Claire Dooley, Hélène Ferguson et Edward Joy. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous avons donc un moment pour toutes les questions, ou alors nous pouvons donc passer au prochain présentateur. Alors, si vous avez donc des questions pour notre premier présentateur, n'hésitez pas donc de lever la main. Alors, maintenant, nous allons passer à notre présentateur suivant, Véronica Tri, qui vient donc de l'initiative internationale pour l'évaluation d'impact. Alors, Véronica, je vais vous passer la parole. Alors, merci beaucoup. Alors, je m'appelle Véronica Tri. Alors, je fais partie de l'initiative internationale pour l'évaluation d'impact en Autriche. Donc, je vais suivre l'évolution des dernières données sur les systèmes alimentaires et la nutrition. Et donc, je vais partir également des dernières données vivantes. Alors, voilà. Donc, il y a donc en fait une base de preuves dans le domaine des systèmes alimentaires et de la nutrition. Donc, en fait, il y a des solutions rapides pour identifier tout ceci. Alors il y a également une preuve qu'il y a donc au niveau de la cartographie des trous. Alors, en fait, nous avons donc un outil de recherche qui collecte systématiquement donc les données. Alors, voici par exemple donc les résultats que nous avons pu obtenir de ce système. Alors, par exemple, ici, nous avons des exemples d'études. Alors, au niveau intervention 1, nous avons donc des résultats 1, nous avons donc mis étude A. Et ensuite, nous avons donc fait donc, par exemple, le résultat 3 avec intervention A. Alors, si les études sont d'intérêt pour vous, on peut vous donner plus d'informations. Par exemple, au niveau de l'intervention 2, il n'y a pas eu d'étude de fait, donc il n'y a pas eu de résultat. Donc, il faut identifier les endroits où nous devons faire la recherche. Ensuite, par exemple, ici, donc, nous allons vous montrer comment les évidences, enfin, les preuves sont présentées. Alors, on fait d'abord des extractions de données.
Alors, on fait donc des études et on les donne à des cellules dans le cadre de travail. Ensuite, on fait une analyse des données et on fait donc un rapport. Et ensuite, on fait une recherche systématique dans les bases de données académiques et nous essayons donc d'identifier de nouvelles études qui ont été publiées. Et ensuite, nous faisons donc une sélection. Alors, l'avantage, c'est que nous avons là toujours accès aux dernières recherches et donc elles sont bien à jour. Alors ici, voici à quoi ça ressemble. Donc, nous avons donc les études, les interventions d'un côté et donc ensuite nous avons pu donc les mettre à jour. Et par exemple, ici, si donc au niveau donc de l'étude sur l'éducation et l'information, par exemple, des fermiers, on peut voir en fait ce qui a été fait. Par exemple, les mesures sur l'insécurité alimentaire. Donc voilà, donc voici notre carte de ce que nous avons fait également. Quelles sont les dernières recherches que nous avons faites? Alors, pour expliquer ceci, donc, je vais revenir à la recherche et aux évidences de notre cartographie. Donc, c'est la troisième des études que nous avons faites, qui date de 2000 jusqu'à 2021. Alors, les interventions principales sont basées donc sur les provisions de suppléments. Et ensuite, donc, nous avons vu qu'il y avait en fait un déséquilibre ou des trous entre les recherches. Alors, par exemple, il y a des endroits où il n'y avait pas encore de recherche. Alors, depuis donc la première EGM, depuis 2021, ceci représente, nous avons en fait identifié 156 nouvelles études et ça représente 8% du nombre total d'études. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons trouvé qu'il y a eu une réduction sur le fait qu'on devait se baser donc, sur des concepts de 80 à 67%. Et si nous regardons donc à cette carte, nous avons donc identifié des priorités dans nos recherches. Par exemple, ce qui a été mis à niveau de juillet 21 à janvier 22. Donc, nous avons mis toutes les interventions d'un côté. Et ensuite, par exemple, d'après les dates et le genre d'intervention que nous avons fait, nous avons donc pu donc, mettre à jour les études que nous avons faites. Donc ici, nous voyons qu'il y a eu pas mal d'interventions. Par contre, ici, si vous regardez donc au niveau du gouvernement, des manipulations des prix, donc en fait, il y a d'autres recherches qui sont faites, mais il y a en fait, il y a d'autres interventions qui doivent être étudiées, mais il faut par exemple mettre en évidence également donc, le fait que nous avons donné donc, plus de pouvoir aux femmes. Donc, il y a eu une manipulation des prix au niveau gouvernement. Voilà, donc, alors, j'aimerais bien donc partager ce que nous avons appris. Et si vous voulez avoir, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ici, donc, on dirait qu'on a une question. Et donc, specifically to you, Veronica, how does what you've alors, done? une question, Véronica. Alors, par exemple, comment est-ce que vous avez réussi à comparer les différences entre les deux recherches? Alors, ça, c'est une bonne question. Donc, il y a des cartographies qui existent. Alors, moi, je n'ai pas fait en fait de la cross-examination, je n'ai pas fait donc des repères et je ne sais pas, j'ai pas fait un, comment dire,
une examination. Alors là, donc, nous avons étudié les points principaux afin d'avoir un aperçu de la grande image. Donc, en fait, c'est une intéressante comparaison que nous devrions développer. Kelly Parson, et là, donc, on parle donc, comment parle-t-on donc de la dissémination de la cartographie? Alors, on a fait 2 pages où donc nous avons eu donc des points importants avec les points originaux et ensuite avec toutes les mises à niveau, nous avons donc ajouté des notes afin d'expliquer ce qui a été changé. Et ceci donc c'est donc la possibilité de donner de plus d'informations possibles et de les avoir mises à jour en temps voulu. Alors là, on arrivait, comment dire, à bien travailler au niveau du temps. Alors, j'ai 2 questions que je voudrais poser qui demandent si nous avons donc des preuves qui concernent donc la composition des nutriments. Et donc, si par exemple, il y a donc des nutriments alimentaires qui sont adéquats. Par exemple, nous savons d'après la cartographie qu'il y a des différences et dans plusieurs pays. Alors, par exemple, il y a des situations où le sélénium est haut ou le sélénium est bas. Mais nous avons également des cas où nous avons donc consulté des journaux et parce que là, on utilise 3 tables avec 2 compositions différentes. Et donc, parce que chaque table avec des composants alimentaires différents peuvent dépendre également du nombre de nutriments qu'ils contiennent. Alors, j'espère que ça répond à la question. Merci. Alors, si quelqu'un veut donc suivre sur ces points, alors merci donc je remercie nos 2 premiers présentateurs. Donc, les conversations continuent. N'hésitez pas à écrire donc dans la chat box. Nous allons donc maintenant passer à notre 3e présentateur. Alors, Hanin Tawel, c'est notre 3e présentateur. Alors, hello, Hanin Tawel, donc elle est de l'université de Birzeit en Palestine. Donc, elle a fait une étude de base sur les vendeurs de fruits et légumes dans les gouvernorats de Ramallah et Al-Biré. Donc, c'est une étude en fait transversale. Oh, le son est très mauvais là. Donc, on a recherché donc le système alimentaire sur la rive gauche, la rive ouest, et donc en se concentrant sur les fruits et les légumes, enfin les composants. Et donc, l'étude sur les marchands ou les vendeurs est un composant essentiel afin d'améliorer donc les polices d'amélioration alimentaire et de permettre donc des régimes beaucoup plus sains et afin donc d'éviter donc de disperser donc des maladies. Alors, c'était donc très important il fallait donc bien comprendre les facteurs qui sont associés avec la consommation faible de fruits et légumes. Et donc, nous avons utilisé diverses méthodes. Alors, je parlais de West Bank et donc, nous avons utilisé différentes méthodes. Mais j'entends. Alors, par exemple, l'étude a donné donc des informations de base en ce qui concerne les fruits et les légumes et la consommation de fruits et de légumes. Alors, voici par exemple un exemple. Alors, l'étude inclut 180 vendeurs de fruits et de légumes. Alors, ceux-ci ont travaillé dans des camps de réfugiés, dans les camps urbains et donc dans les régions rurales, au Ramallah et dans le gouvernorat du Al-Biré. Alors, les vendeurs qui vendent des fruits et des légumes ont une activité primaire ou secondaire. Alors, au niveau de la collection des données, on a dû donc avoir un consentement pour participer, pour que chaque vendeur puisse participer. Et la collection des données a été conduite pendant
2021. Alors, il y a eu un questionnaire. Alors, par exemple, l'information socio-démographique des vendeurs, information sur le magasin, l'information sur l'origine, la qualité et le prix des fruits et des légumes. Ensuite, si on peut les obtenir, l'accessibilité et la disponibilité. Speak a little louder. I think your mic is just a little quiet. So if you could just speak a little louder, that'd be great. Thank you. Okay. Yeah. So from the total, donc, il y a sur ces 180 vendeurs, alors 94,4 sont représentés donc par des hommes. La moyenne est d'environ 40 ans. Et donc, il y a un petit nombre de personnes plus jeunes. Alors, au niveau des magasins, ceci décrit donc le genre de boutiques. Alors, certains, ils ont une boutique, d'autres, c'est, comment dire, une étale. Il y en a qui ont des magasins appropriés de légumes, il y en a qui ont des camions et d'autres, bien sûr, vendent par l'intermédiaire du supermarché. Et donc, vous voyez les chiffres de 58,9, ça descend jusqu'à 3,3. Alors, 88% représentent donc une activité de vente et c'est une activité principale. Et simplement 11,7% représentent une activité secondaire. Alors, ça veut dire qu'ils vendent soit dans un supermarché ou par l'intermédiaire de magasins de légumes. Alors, les principales sources ce sont des marchés centraux de légumes, ISBA arabique. Et la majorité des vendeurs notent que la qualité des fruits couramment disponibles est acceptable. Par contre, la majorité indiquée qui vend des fruits et des légumes a cru et quand les prix ont baissé. Alors, ici, donc, des raisons pourquoi on choisit un vendeur. Alors, souvent, on parle donc de l'abondance et de la variété des options. Nous parlons de la qualité des fruits et des légumes. Nous parlons de la localisation, enfin de l'endroit qui est acceptable. Les prix sont raisonnables, le service client est acceptable, la façon de payer aussi. Par contre, on a essayé donc de voir ce qui s'est passé pendant la pandémie. Alors, il y a eu bien sûr une baisse au niveau donc, de la disponibilité des légumes et des fruits. Quelquefois, ça a augmenté et quelquefois, ça a augmenté et certains vendeurs n'ont pas du tout été affectés, d'autres l'ont été. Alors, les prix durant le Covid, alors il y a eu donc une baisse. Il y a eu les légumes 5%, les fruits 2,8%. Alors, quelquefois, il y en a qui ont augmenté de 30% ou de 28%. Et il y en a également qui ont, pour certains, ça a augmenté considérablement et d'autres n'ont pas été affectés du tout. Par exemple, 41% au niveau légumes et 41,7% au niveau des fruits. Alors, en conclusion, la majorité des vendeurs démontrent que les prix ont augmenté, mais que comme réponse à l'augmentation, c'est en fait le prix donc, des grossistes. Alors, étant donné que la vente des fruits et légumes a accru pendant des périodes lorsque les salaires étaient disponibles, c'est possible qu'ils ont pu pouvoir acheter ces légumes. Donc, c'était un facteur important pour expliquer l'accroissement de la consommation. Alors, bien sûr, il y a des politiques qui existent, mais il y a également donc des différences et les vendeurs ne sont pas souvent conscients de ces problèmes. Advil, très intéressant. Il y a eu un petit problème technique au niveau de l'audio, mais nous avons quand même pu entendre. Alors, moi, j'ai une question. Alors, est-ce qu'il y a mention… Alors, quels sont donc les points principaux? Donc, il y a des problèmes de sécurité concernant la nourriture, mais on n'a pas pu donc en fait en parler. C'est assez abstrait.
La majorité des vendeurs ont indiqué qu'ils ne savent pas et ils n'ont pas connaissance, comment dire, de l'origine des légumes et des fruits. Merci. Une autre question de Kyle Bus. Strictly sell fruits and vegetables, or do they sell other Est-ce que la non-food? majorité de ces vendeurs connaissent donc l'origine de ces légumes? La majorité d'entre eux ne vendent que des fruits et des légumes. 80% ne vendent que des légumes et des fruits. Et 12% et d'autres vendent d'autres types de nourriture. Alors, souvent, donc, ils vont acheter donc, les légumes chez le grossiste. Non, au magasin de légumes, pardon. I do see another question here. Alors, il y a une autre question. She asks how you had classified the vendor types. For Elle nous example, demande comment vous classifiez le type de distributeur avec une typologie particulière ou est-ce que vous définissez ça avec l'équipe de recherche et c'est le type de distributeur en fait en fait, comment est-ce que vous classifiez le type de distributeur? On peut les classifier en tant que primaire, secondaire, en fonction de leur activité et où ils vendent. Même les supermarchés, c'est important de savoir où ça se trouve pour les deux. Essentiellement, c'est en observant là où ils vendent, parce qu'il faut savoir si les clients visitent les magasins, quel est le lieu où ils vendent, est-ce que c'est via des camions dans les supermarchés? On veut savoir exactement où vont leurs produits, en fait. C'est ça. Vous avez dérivé votre système de classification en fonction de la distribution, d'accord, du canal de distribution. Oui, et c'est les spécifications dont nous disposons ici, on n'a rien d'autre. Fantastique. Alors, ici, la loupa. Une question également, elle demande quand les données ont été collectées tout d'abord et est-ce que vous savez à quelle vitesse les choses ont changé pour les distributeurs avec le temps? Est-ce qu'ils ont changé l'endroit où ils vendent? Est-ce que les prix ont changé beaucoup au niveau de ces activités? Voilà, c'est ce qu'elle demande. Les données ont été collectées en septembre de l'année dernière, donc en 2021. Et les changements, la plupart des distributeurs qu'on a rencontrés nous ont dit qu'ils vendaient leurs légumes au même endroit pendant 11 ans. Mais ils disaient que ça faisait très longtemps qu'ils ne vendaient plus de fruits et de légumes. The third part of I guess, the question was about, how quickly things change over time. La question, comment les choses changent avec le temps. Première partie de la question, est-ce que vous savez si l'activité des distributeurs a changé beaucoup récemment en raison de l'augmentation des prix alimentaires? Est-ce que vous avez remarqué cela par rapport à la date à laquelle vous avez collecté les données? Les magasins de distribution de légumes semblent se porter bien et je ne sais pas pourquoi exactement. Pour l'autre partie de la question, question de prix, pourquoi est-ce qu'ils augmentent? Ça affecte les consommateurs principalement. Je ne vois pas. Les endroits fermés en raison de la réduction de la consommation, mais probablement il faudra se pencher là-dessus sur l'avenir. Merci. Nous avons d'autres questions, mais je vais les retenir pour la fin pour qu'on puisse continuer avec les autres présentateurs. Maintenant, nous avons le temps pour la quatrième présentation. J'aimerais vous présenter Kyle Buzzy et lui passer la parole, ainsi que l'écran. Bonjour à tous, je m'appelle Kyle Buzzy, je suis docteur de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill et je suis très heureux de faire partie de cette conférence. Je participe avec d'autres chercheurs aussi les résultats des études sur les distributeurs de fruits et dans la zone de Nairobi au Kenya. C'est une présentation qui inclura une explication brève des motivations pour cette étude ainsi que les objectifs, méthodes, résultats et conclusions. Les installations formelles, qu'on dénomine généralement de bidonvilles, sont des zones urbaines ou périurbaines avec un manque de services de base, l'eau courante, et souvent il y a des squats informels. La relation entre ces différents éléments en fait que ces personnes ont peu accès aux aliments, mais le comportement est différent des communautés plus formelles.
j'aimerais regarder quel est le type de régime des personnes qui vivent là en raison de l'accès limité à la nourriture, ces installations et le manque de possibilité de produire la nourriture. Eh bien, les distributeurs opèrent au sein de ces mêmes installations. En dépit de l'importance de ce régime, on s'est très peu posé la question au niveau de leur alimentation, et c'est souvent le cas en Afrique subsaharienne. Peu de données sont collectées et voici une revue systématique qui a été faite par rapport à cela. Un petit nombre d'études réalisées dans l'environnement alimentaire qui montrent le défi de collecter l'information par rapport à la nourriture en raison de la forte mobilité de ces distributeurs de fruits, de légumes ou de nourriture en général. Et du côté informel, pour résoudre les écarts et la compréhension de ces environnements de nourriture en Afrique subsaharienne, on caractérise souvent comme une installation informelle. Et la distribution spatiale est un peu aléatoire pour ces distributeurs. Ces installations sont essentiellement à Kibera. C'est l'une des zones les plus peuplées en Afrique subsaharienne, et la localisation SCFK Afrique avec les partenaires à cet endroit, Kibera, est à l'extérieur du centre-ville de Nairobi. Comme d'autres installations informelles, il y a un très fort taux de chômage et peu d'accès à l'infrastructure et aux services de base. Entre le 15 juillet et le 9 août 2019, on a collecté des localisations GPS et l'information sur le type de distributeur et d'aliments vendus à travers ces distributeurs à Kibera. Premièrement, on a classifié chaque aliment en 27 catégories. Ensuite, on les classifie en termes de propensité à promouvoir le gain de poids ou l'obésité. Alors, par rapport à l'application de Nova, c'est un système qui a été développé pour cela. Et ensuite, l'Université du Cap de l'Ouest a également inclus chaque aliment en tant qu'élevé, faible risque, etc., ou protecteur, non protecteur pour la santé. On a considéré les aliments qui étaient industriels, c'est-à-dire traités comme à haut risque ou risque moyen, et les moins traités sont évidemment les moins à risque. Alors, en fonction de la proportion faible de graisse ou de sucre, qui sont à faible risque, par exemple, 20% de leurs aliments étaient à haut risque, 60% de la nourriture était protective, alors qu'il y avait 40% non protective. Voici donc ce qu'on classifie comme la protection ou faible risque. Ensuite, on utilise des statistiques descriptives pour résumer le type de nourriture vendue par les distributeurs dans ces installations. On fait une cartographie en fonction de schémas spécifiques et on regarde les catégories de risque d'obésité et on utilise l'analyse que je vous ai mentionnée précédemment. Après avoir exclu les distributeurs avec une information à compléter, l'échantillon incluait 456 distributeurs et il y en avait certains qui étaient sur des stands, des tables ou des kiosques. Le type d'aliments, généralement, était des bonbons, de la confiserie, des fruits et légumes crus. Et il y en avait à peu près 44% qui étaient considérés comme faible risque, 16% faible risque non protectif, 6% haut risque protecteur et 34% au risque non protecteur. Par rapport aux catégories obésogènes, il y avait 64% au niveau de ceux qui étaient situés en kiosque et 65% des kiosques étaient non protecteurs. Voici les différentes localisations des distributeurs à Kibera. Vous voyez que généralement, ils se trouvent à des intersections de routes et ils sont distribués de façon relativement équilibrée en fonction du type d'installation. On a observé le même risque d'obésité. Il y avait également des classifications à haut risque non protecteur qui étaient un risque systémique. Certains étaient considérés comme à haut risque et protecteurs.
Beaucoup de ces différences peuvent être expliquées par les petits nombres de vendeurs qui correspondent à ces deux catégories intermédiaires. Avec l'analyse, on s'est rendu compte que chaque catégorie de risque était près de vendeurs de la même catégorie. Et souvent, ceux qui vendent les aliments obésogènes ont également une proximité avec les populations qui sont obèses. Dans cet examen, l'environnement de nourriture dans cette installation anaérobie Kenya, on a trouvé une très haute densité de nourriture industrielle, obésogène, une culture de son. Et il y a une grappe de distributeurs qui sont en train de vendre des produits obésogènes. Ça appelle un besoin de développer des stratégies telles que des recommandations de santé pour ces distributeurs pour assurer un accès constant à ces aliments qui sont non obésogènes, améliorer la connaissance et les financements avec l'Institut national de la santé, le département de la nutrition et le programme Robert Scholars. Finalement, on aimerait remercier Tony Adams du CFK Afrique qui a également aidé à développer cette étude. Merci de votre présence et d'avoir écouté. Si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus de les inscrire sur mon mail ou dans la boîte de dialogue. Nous avons beaucoup de problèmes à entendre cet orateur avec des coupures de son fréquentes. Merci Kyle. Fantastique présentation qui suivait très bien la précédente ainsi que les autres. Et tout ceci s'imbrique parfaitement. On a une question de la part d'une personne qui nous demande dans le chat, vous pouvez le voir, merci d'avoir partagé ces travaux très intéressants. C'est une question sur l'échantillonnage. Comment avez-vous trouvé les distributeurs et rassemblé les données sur tous les distributeurs? Comment avez-vous fait cela? Vous avez fait un recensement ou un échantillonnage? Excellente question. L'intention était d'échantillonner tous les distributeurs, c'était le but, avec la reconnaissance de ce que ça ne serait pas possible en raison du fait que chaque distributeur bien potentiellement va se déplacer. Ils ont différentes heures d'activité. Et on a collecté cette information en marchant à travers les rues, à Kibera. Et donc, évidemment, les distributeurs maintenant opèrent à une période où, au départ, ils pensaient qu'ils ne seraient pas en fait échantillonnés parce qu'ils agissaient entre 8 heures et 14 heures. C'est la période à laquelle on collecte les données généralement. Certainement, il peut y avoir des distributeurs qui ont été retrouvés, mais le but, c'était de capturer tous les distributeurs possibles dans les zones qu'il faut étudier avec des membres de l'équipe. On reconnaît qu'inévitablement, il faut utiliser cette stratégie, mais un recensement avait été collecté avant cette étude. Il n'y avait pas de roster particulier à consulter, donc c'est un échantillon qui est un peu différent en termes représentatifs. Il fallait en fait faire un genre d'échantillonnement au hasard. L'idée, c'est de dire que ces données ont été collectées avant d'avoir travaillé sur cette étude. Je ne sais pas totalement exactement quelle est la conversation par rapport à la raison pour laquelle ils ont procédé de cette manière, mais je sais que c'est ainsi qu'ils l'ont fait. Merci en tout cas de votre question. Pour faire le suivi de cette question, la collecte des données était prioritairement entre 8h et 14h. Est-ce que vous auriez eu des différences si vous aviez collecté les données l'après-midi, vous pensez, ou plutôt le matin, c'est possible? Parce que vous aurez certainement différents aliments vendus à différentes heures de la journée, surtout le soir, potentiellement plus de nourriture frite. On a vu pas mal de celles-ci même lorsqu'il y a un échantillonnage durant cette période de temps, et ça me demande quelle différence on va trouver. Ça dépend évidemment du type d'aliment. Il s'agit probablement d'amidon frits, etc. Donc, ça m'intéresserait vraiment de savoir et de voir
à quel point il y aurait une différence si cette collecte de données avait été plus tardive durant la journée, mais sans avoir ce type de données. Il y aura certainement des différences. La nourriture va certainement être différente de la matinée, le soir, et un public différent également. Oui, absolument. Nous avons le temps pour une question supplémentaire qui a été posée par quelqu'un. Je vais la poser, ensuite on va passer à la suite si on ne peut pas. Quel est le type de classification pour la nourriture traitée? Il y a des aliments qui sont très peu modifiés, mais qui contiennent énormément de graisse. Donc, absolument. Celui qui me traverse l'esprit, c'est par exemple l'avocat. C'est un élément qui contient beaucoup de graisse, qui est très sain, qui ne cause pas d'obésité. Vous avez raison, la classification NOVA, c'est pour les aliments industriels, ce n'est pas en termes de risque d'obésité. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pris cette approche? Parce que c'est un système qui existait déjà. L'université du Cap a développé notre méthodologie et ils ont présenté leurs travaux dans cette conférence l'année dernière, il me semble. Donc, une des modifications était d'utiliser une méthode existante. C'est quelque chose qui peut être un élément rationnel. Il faut comparer les résultats de notre étude à d'autres. Ça, c'était l'une des raisons. Et reconnaître également que NOVA ne se base pas sur le risque d'obésité. Et il faut d'abord faire une étude observationnelle, probablement, et ensuite un test comparatif pour voir que les nourritures ultra traitées, les plus traitées en fonction de la classification NOVA, sont relativement obésogènes et ne semblent pas, ils semblent promouvoir le gain de poids. Alors même si ce n'est pas parfait, comme vous l'avez remarqué à propos, je pense qu'en général, il y a beaucoup de relations entre ce type de groupe de classification et le risque d'obésité. Merci. Alors, je vais retenir la deuxième partie du poste de la question avant de terminer la présentation. Et maintenant, je vais passer la parole à Kevin Keenan pour cette dernière. Merci de l'opportunité de vous faire cette présentation. Je vous montre une recherche qui émane de travaux de collègues. On a travaillé avec des systèmes de nourriture saine et on a appliqué cela en fait à nos travaux. Les systèmes de nourriture en Afrique du Sud ont dérivé de cela une instruction pour les chefs. On met en avant des éléments probants pour déterminer les futures politiques pour avoir un accès durable au niveau environnemental. Ça fait partie des objectifs de la lutte également contre la faim. On travaille au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, en Afrique en général, et on se concentre essentiellement sur les systèmes alimentaires d'Afrique du Sud. On travaille autour de la modélisation dynamique. On a investigué la plupart des systèmes alimentaires et l'idée, c'est de se baser sur les futures politiques au niveau des ODD avec toute une série d'ateliers, de questionnaires pour développer les déclarations autour desquelles on va construire ce modèle conceptuel. Estime, c'est un peu complexe parce qu'on réduit beaucoup de produits alimentaires de différentes espèces de bétail. Il est clair, ici, on va challenger cela en raison de la complexité du système. Comme nous le savons, il faut appliquer des limites. Les limites de par nature ajoutent à la complexité de l'analyse et sont en phase avec ce degré de complexité. Au sein des systèmes, décideurs politiques et chercheurs peuvent devenir aussi dépassés par trop de détails. Donc, la question se pose comment conduire une analyse fonctionnelle de ces types de systèmes alimentaires sans perdre cette approche
pragmatique. Alors, comment explorer peut-être ce concept? Alors, comment tracer? Ça fait partie des méthodologies de l'OMS dans le système d'évaluation du système de santé. Et on voit que souvent, dans les collectes de données, c'est un processus difficile. Donc, en termes d'alternatives, le concept d'utiliser peut-être un sous-ensemble va permettre de rassembler des éléments plus probants sur les patients. On regarde également le volume d'utilisation, la représentation à différents niveaux du système de santé et encore plus importante, les conclusions atteintes de leurs analyses qui sont considérées comme des transferts par rapport à ce qui est sur la liste. Est-ce qu'on peut identifier ces éléments en fonction des caractéristiques et mener une analyse plus en détail, en d'autres termes, dans les limites de la santé, de la nutrition et de l'environnement durable. Revenons au travail de l'analyse de ce système. On peut établir un traceur convenable par rapport à un type de nourriture tel que le poulet, par exemple, le niveau de consommation. Et on obtiendra une valeur plus grande au niveau de la densité. Et sur le graphique, on voit la consommation par capita a doublé pratiquement et correspond à 60% de la moyenne de consommation de viande. C'est la plus élevée en Afrique, en fait, pour la consommation de viande en Afrique du Sud. Le système commercial est responsable d'avoir les centres de production en une espèce d'artefact et d'autres éléments sont également mis en avant pour l'émission de gaz à effet de serre avec l'impact environnemental de la production de viande et ceci a été mis en avant aussi au niveau de l'Afrique du Sud, la protection est de produire des céréales pour l'alimentation, pour le fourrage et nous n'avons plus de son du tout. En Afrique du Sud, on a des terres arables qui sont également mises en danger par le changement climatique. On a fait des interviews, des questionnaires. Il y avait des modèles qualitatifs avec 4 modules connectés et ce module a été présenté également. Alors, regardons les trouvailles de ces travaux. Le système est dominé par ces producteurs à grande échelle de poulet de chair qui distribuent vers les supermarchés et les chaînes de fast-food. Et il y a peu d'accès pour les petits acteurs et ça demande un prérequis, une expertise, des connaissances commerciales, mais aussi il y a des barrières pour obtenir des contributions et accès au marché. Aussi au niveau nutritionnel, des produits moins chers de poulet de chair avec une inférieure valeur et qui donc peut générer aussi des maladies plus fréquemment. Un manque de cohérence aussi qui a été corrélé par rapport aux problèmes récents de grippe aviaire et ceci était lié surtout à la viande qui était essentiellement du poulet de chair. Dans le contexte sud-africain également, il y a un problème au niveau du changement climatique et de la limitation des terres disponibles. On a révisé toutes ces trouvailles pour la transférabilité, en particulier le système laitier et du bœuf qui représente des quantités substantielles d'un marché qui est dominé par les activistes et il y a aussi des barrières d'entrée pour les acteurs à petite échelle. Une barrière encore plus importante, c'est l'accès à la terre parce que le bœuf et la production de produits laitiers demandent beaucoup de terre comparé au poulet de chair. Il y a également des qualités nutritives équivalentes. Les consommateurs qui ont de faibles revenus vont plutôt vers les morceaux les moins chers, donc c'est ceux qui contiennent beaucoup moins de protéines et plus de graisse. La gouvernance de sécurité alimentaire affecte le bœuf et les produits laitiers. Les importations qui faisaient partie du poulet de chair également représentaient
plus de risques au niveau des coûts environnementaux, avec 80% des terres qui sont également disponibles pour le broutage. On doit également explorer des alternatives par rapport au système actuel de bœuf et de produits laitiers. Souvent, il y a beaucoup d'alimentation et de l'eau d'alimentation et finalement, beaucoup de fertilisants sont utilisés pour ce fourrage. En conclusion, le concept permet une analyse concentrée de ces produits alimentaires avec beaucoup de limites à ces systèmes, également des trouvailles basées sur l'analyse des traces qui sont transférées au système laitier. Ce concept de traçage est une option pour comprendre ces systèmes alimentaires complexes. L'équipe derrière sont également là pour nous aider. Merci de votre attention. Wonderful, thank you. Magnifique, merci. Excellente manière de conclure la session. Donc, il faut donc reconsidérer comment nous allons, et afin de comprendre ces systèmes. Donc, nous n'avons pas de questions jusqu'à présent dans la chat box. Mais si vous en avez besoin, si vous voulez poser des questions pour ce sujet en particulier, n'hésitez pas donc à les mettre dans la chat box. Alors, on a mentionné à la fin comment donc en utilisant un traceur afin de comprendre ce marché. Moi, je voulais savoir si le consommateur pourrait donc être… Alors, la demande des consommateurs, comment cela pourrait-il être inclus? En fait, ce qu'il faut faire, c'est installer les limites. Alors, le modèle que nous avons créé et les modules qui sont basés donc sur la distribution à la consommation. Alors dans la partie de ce modèle, donc il faut prendre en considération l'environnement alimentaire et la consommation était donc un des points du système. Alors, par exemple, lorsqu'on parle donc du poulet avec, par exemple, le blanc de poulet qui est grillé par rapport aux nuggets. Donc, on devrait donc intégrer ceci dans le modèle. Alors maintenant, nous avons encore 15 minutes ou 12 minutes en fait pour notre session. Alors, nous avons encore quelques questions. Alors n'hésitez pas donc à poster vos questions dans la chat et de poser-les donc au présentateur. Alors, vous n'avez pas besoin donc de m'écouter parler. Et donc, s'il y a eu des questions qui ont été posées beaucoup plus tôt, alors il y avait une question qui avait été posée pour Lucia. La question est sur par exemple, les études d'évaluation sur votre table de nutrition. Et là, moi, je n'arrive pas à penser à quelque chose instantanément, là. Il n'y a rien qui me vient à la tête. Bon, en fait, je dois vérifier. Je n'ai pas de recherche ou des études. Je suis désolée pour ceci. Donc, en fait, il y a du travail à faire dans ce domaine. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui ont répondu donc à ces questions. Donc, je vois qu'il y a des conversations qui se passent. Donc, il y a une qui n'a pas été donc prise par Kyle. Alors, est-ce que les vendeurs sont-ils permanents ou sont-ils en fait, ils sont, comment dire, spontanés? Alors là, en fait, c'est très informel. Il y a certainement des vendeurs qui sont plutôt mobiles et bien sûr pas permanents. Et donc, la façon dont ils vendent. Et alors, par exemple, ils travaillent dans ce travail. Alors, quelquefois, ils vont donc travailler dans leur ligne de travail. Quelquefois, ils vont faire autre chose. Alors, en fait,
ce sont des installations qui sont de fortune. Et, et donc, et par exemple, dans cet environnement alimentaire, dans d'autres installations plus permanentes, où ce sont en fait des petites entreprises, il y aura donc des structures plus permanentes, donc il y aura certainement des vendeurs qui seront plus permanents parce qu'ils auront une structure permanente autour d'eux. Alors, par exemple, dans les marchés ouverts, les vendeurs peuvent changer de temps en temps, mais en fait, ils sont quand même présents tout le temps. Alors, ce qui est en fait une étude très intéressante parce, parce qu'en fait, les vendeurs, en fait, ce qu'ils veulent, c'est vendre de plus en plus. Et en fait, cela change également. Merci, Kyle. Alors, on a une main. Alors dites à qui vous posez la question. Alors, voilà, donc merci beaucoup. Ma question va à Kyle. Alors, je pense que c'est une question qui est très unique et je voudrais donc comprendre, je voudrais savoir quelle est donc l'information concernant la plaidoirie. Je voudrais donc savoir si nous devons regarder donc ces vendeurs comme en fait des alliés, parce que c'est un travail. Ils travaillent donc pour faire un profit, Et je pense qu'ils peuvent s'adapter au milieu. Et donc, en fait, ce sont des groupes cibles que nous pouvons donc, avec qui nous pouvons travailler. Et lorsque nous avons des plaidoyers pour les éduquer donc, dans le système alimentaire, ils ne sont pas en fait conduits par le profit. Alors, pour eux, tout ce qui est donc impacté comme aliment, ça fait partie des grandes sociétés. Alors, moi, je voulais savoir, alors, quel genre d'intervention pouvons-nous apporter pour délivrer un plaidoyer parce que les grands trois branches, PIC, Pay, Drive, donc peut les affecter. Merci. C'est donc un point important que vous faites et un commentaire très intéressant et c'est quelque chose auquel j'ai pensé. Alors, moi, j'en ai parlé avec mes collègues. Et quel est donc le message que nous pouvons prendre concernant donc ces différentes analyses que nous avons faites? Et je suis sûre que vous avez raison. Alors, avec les trouvailles que nous avons eues, très important donc de plaidoyer des idées et des solutions pour s'assurer que ces vendeurs continuent leur opération et qu'ils améliorent également la qualité des aliments qu'ils vendent. Et donc, ma conclusion serait donc avoir établir des endroits pour ces vendeurs pour qu'ils puissent vendre leurs aliments et également, donc, il faut une infrastructure pour, comment dire, exposer et aussi stocker les aliments et les vivres. Peut-être qu'il faut travailler avec les gouvernements locaux et d'autres institutions et d'autres communautés et des acteurs qui ont la capacité de fournir, en faire accès à la préparation donc, des aliments. Par exemple, avoir un food hub. Bon, il y a donc, et c'est sûr que cette entreprise, c'est en fait leur façon de vivre. Et ils veulent également continuer à travailler
pendant la période où on essaie d'améliorer leurs conditions. Alors, c'est très important donc, que nous puissions reconnaître que ceci fait partie de leur façon de vivre et qu'ils en ont besoin pour vivre. Donc, en fait, il faut leur apporter des packages qu'ils puissent vendre sans devoir avoir donc un système frigorifique. Ceci donc est un point très très important. Merci pour votre question. Alors, nous avons quelques minutes qui nous restent. Alors, une question pour les présentateurs. Alors certainement qu'il y a des personnes dont je n'ai pas entendu parler depuis pas mal de temps. Alors, il y a une question de Megan. Si on veut parler donc aux jeunes chercheurs, que pensez-vous donc de leur carrière parce qu'ils commencent, ils sont juste en train de commencer? Quels conseils allez-vous leur donner? Alors, vous utilisez un modèle. Et si, par exemple, quelqu'un dit que je ne veux pas avoir de système pour travailler, et en fait, on essaie de s'assurer que tout ceci ne soit pas trop peuplé et pas trop compliqué afin donc de présenter nos trouvailles. Donc, pour montrer donc cette cartographie, il faut, lorsque nous avons fait notre modèle, nous avions 4 parties dans ce modèle. Et pour chaque module, nous avons donc révélé des variables, des variables dans chaque module afin donc d'éduquer les personnes pour que les personnes ne puissent pas en fait se trouver encombrées. Et donc, en fait, ce que nous avons fait, c'est que nous avons présenté des petites parties de ces modules et ceci a été bien reçu. Et ceci donc nous a permis donc de travailler, en fait, pas des académiques, mais des gens qui viennent donc de l'industrie. Alors peut-être il faudrait donc une autre limite, c'est chez la publication donc illimitée, la limitation des publications. Et en fait, ça rend quelquefois les éléments difficiles à partager. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres expériences pour ce genre de travail au sein d'un système? OK. Voilà, donc on vient d'arriver à 16h15, donc on vient d'arriver. Alors, je vous remercie tous. Merci à tous les présentateurs qui ont partagé leur travail et leurs travaux. Merci beaucoup. Merci à tout le monde pour avoir participé à cette présentation et à cette session fantastique. Alors, n'hésitez pas donc à consulter le site. Merci beaucoup tout le monde.